L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. Au cours des 2 dernières décennies, les États-Unis ont bloqué l'établissement d'un régime de vérification de la Convention sur les armes biologiques et ont refusé d'accepter l'inspection des installations biologiques à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières. Nous exhortons une fois de plus les États-Unis à fournir des éclaircissements complets sur leurs activités de biomilitarisation à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières et à accepter une vérification multilatérale. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, ouais, c'est pas faux, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Là-bas, je pilotais un avion de chasse, je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel, mais ici j'arrive pas à avoir un boulot, gardien de parking. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux. Il a raison. Par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications. C'est aussi l'émergence de nouvelles puissances, dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations. Regardons l'Inde, la Russie, la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde, et j'y reviendrai aussi. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise en Ukraine renforce la place géopolitique de l'Algérie. Là, il y a eu la visite du ministre russe des Affaires étrangères. Mais en mars, c'était le secrétaire d'État américain qui allait voir les Algériens. Il y a eu, il y a quelques semaines, le Premier ministre italien qui rendait visite, et l'Italie qui va devenir le premier pays qui bénéficiera de la hausse des exportations de gaz algérien. Contrairement à l'Espagne qui risque de voir fermer les robinets algériens parce qu'il y a eu une friction à propos du Sahara occidental. Bon, clairement, on voit que grâce à ces richesses pétrolières et gazières, surtout, l'Algérie va pouvoir les utiliser comme un instrument de diplomatie et de politique étrangère et de vouloir faire pression et faire tout simplement monter les enchères. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer. Nous avons en effet, avec la rive sud de la Méditerranée, des liens historiques, civilisationnels, culturels très profonds. Et l'Europe ne peut pas réussir, et la France au premier chef, si nous ne repensons pas et revisitons pas ces liens. On ne parle plus aujourd'hui de la Méditerranée qu'à travers le sujet des migrations, ce scandale humanitaire que j'évoquais, ou les sujets de protection sur lesquels nous devons nous organiser. Et là aussi, c'est le risque d'un affaiblissement géopolitique et domestique. Car quand on parle de la rive sud de la Méditerranée comme de l'Afrique, on parle aussi de fait de la France. J'ai été amené à le redire lors des commémorations du mois d'août. La France a une part africaine en elle parce que des combattants de ce continent ont sauvé notre pays et notre liberté. Et
et nos destins sont liés, même s'ils sont aussi liés par des pages sombres et des blessures. Qu'au fond, demain se prépare en Afrique et avec les Africains. Et je crois que sur ce sujet, cette ligne, qui peut-être parfois est une ligne de crête pour nous, c'est une stratégie essentielle et c'est la plus efficace. Ne tombons pas dans le piège qui consisterait à faire de l'Afrique un théâtre d'influence. Il y a aujourd'hui une stratégie chinoise, une stratégie japonaise, une stratégie turque, chacune avec leur logique, évidemment une stratégie américaine en Afrique. Je crois très profondément que notre stratégie ne doit pas être une stratégie de part de marché, d'influence, d'hégémonie prédatrice, qui parfois est au cœur de certains de ces projets que je viens de citer. Non. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. Alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cours de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par le tribunal judiciaire de Paris. C'est une première sous la Ve République. Et puis on vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy est condamné à 1 an de prison. Condamnation qui s'ajoute à celle qui a vu l'ancien chef de l'État condamné cette fois dans l'affaire des écoutes Bismuth. Il avait été condamné à 3 ans dont un ferme. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. La pandémie, le terrorisme, la crise économique, vous avez vous avez vécu la crise de 2008, la crise européenne, vous en avez traversé les tempêtes dans votre livre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'il faut faire? Vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Il a raison. Il a raison. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Elle doit être de réinventer un partenariat, parce que nous avons parfois fait des erreurs dans le passé. Et donc nous pouvons nous inspirer des erreurs faites et nous en instruire. Win, the yes, need the no to win. Again the no. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Il ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre, c'est une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres, des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. La cupidité de nos banquiers est sans limite. Ils n'hésitent pas à s'enrichir au détriment des plus pauvres.
La spéculation sur les denrées alimentaires affame des millions d'êtres humains. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter.